Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du déterminant d'une famille de vecteurs. Alors, le but de cette vidéo, c'est de rebondir sur ce qu'on a vu sur les déterminants de deux vecteurs et d'essayer de généraliser à n vecteurs. Je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup réfléchi pour essayer de rendre ça accessible autant que possible. On va prendre le temps, on accroche les ceintures, on est motivé à bloc, on va essayer de voir ce que c'est. Alors, on part cette fois donc d'un espace vectoriel de dimension plus grand ou égal à 2, pour n égale 2, on l'a déjà vu, donc bon. Et on va chercher donc une application qui est à partir de n vecteurs, donc on va appeler le déterminant, va nous donner un élément du corps K. Ok, alors pourquoi n? Le même n que la dimension, quand il y avait un déterminant de 2 vecteurs en dimension 2, 3 vecteurs en dimension 3, alors pourquoi? Puisqu'on ne va pas se le cacher, on va spoiler un petit peu, le but du déterminant, c'est de savoir si une famille de vecteurs est une base ou pas. Donc si déjà il n'y en a pas le même nombre que la dimension, c'est pas bien compliqué, c'est pas une base. Donc voilà, on va donc définir une application de e puissance n, c'est-à-dire donc qui part d'un n-uplet de vecteurs, donc des vecteurs x1, x2, xn, et qui associe un nombre, et qui doit vérifier les propriétés suivantes. Alors tout d'abord, quand je fixe toutes les variables sauf une, donc je prends x1, x2, xi-1, xi plus 1, xn qui sont toutes fixées, l'application que j'appelle phi i pour le rang i, qui a x associe tout ça, est une application linéaire, d'accord? C'est une forme linéaire de E dans K. Voilà, ça c'est une hypothèse pour toutes les variables, ça doit être linéaire par rapport à toutes les variables. En deux variables, on a vu déterminant de UV, c'était linéaire par rapport à U et à V. Bon, voilà. Pour généraliser, ça doit être linéaire par rapport à toutes les variables, et donc une forme linéaire, enfin une forme comme ça qui vérifie cette propriété s'appelle une forme n linéaire. Ok, donc on va voir si on peut trouver des formes n linéaires. Alors, le déterminant a une autre propriété, rappelez-vous, c'était que le déterminant de UU, ça faisait 0. D'accord? Bien, donc là, on va demander une propriété similaire. Cette fois, il y en a n. Alors, on veut que dès qu'il y en a deux qui sont égaux, quelque part, parmi les n, ça fasse 0. Donc, ça s'écrit comme ça. On va dire, voilà, si je prends deux indices i et j différents, et tel que le vecteur xi est égal au vecteur xj, alors l'image de f de x1, x2, x3, xi, xj, xn doit être égale à 0. Et pour tous les couples, hein, d'accord? Dès qu'il y en a deux pareils quelque part, ça doit donner 0. Alors cette propriété-là, on dit que la forme phi, si elle la vérifie, est alternée. Et donc, en deux variables, nous avions une forme bilinéaire alternée. Nous allons voir si nous pouvons trouver, en dimension n quelconque, une forme n linéaire alternée. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Bon, la première chose qu'on peut remarquer tout d'abord, c'est que l'ensemble des formes n linéaires alternées, c'est un espace vectoriel. Alors pourquoi? La démonstration, rappelez-vous, comment on fait pour montrer quelque chose est un espace vectoriel? On démontre que c'est un sous-espace vectoriel. Alors quel est le gros espace vectoriel connu que nous allons prendre et qui contient ces choses-là? Eh bien, c'est bien sûr l'ensemble des fonctions de e puissance n dans K. K étant un espace vectoriel sur K, rappelez-vous, les fonctions de x, n'importe quel ensemble, dans un espace vectoriel, étaient toujours un espace vectoriel. Donc ça, c'est un espace vectoriel. Les formes n linéaires alternées sont évidemment incluses là-dedans, et donc il suffit de voir que l'application nulle, celle qui a x1, xn, associe tout le temps 0, forcément elle est alternée, hein, d'accord, et elle est n linéaire, tout ça, donc elle existe, voilà, et le vecteur nul, l'application nulle est dedans. Et puis, bon, c'est facile de voir que si une fonction vérifie ça et ça, la somme, enfin si deux fonctions vérifient ça et ça, leur somme vérifie ça, multiplié par un scalaire, ça vérifie encore la même chose, je veux dire, c'est juste une évidence, hein. Voilà, 0 plus 0, ça fait, enfin, vecteur, voilà, ça fait 0, donc bon. Il n'y a pas de difficulté, c'est un petit exercice que je vous laisse faire si vous voulez. Voilà, on va essayer de déterminer donc quel est cet espace vectoriel des formes n linéaires alternées. Ok, comme c'est vraiment compliqué, moi la première fois que je l'ai vu, je crois que j'ai pas compris grand-chose. À la fin de cette vidéo, on va voir peut-être la formule la plus difficile à comprendre de toute la licence de maths, donc on va y aller tranquille, on va commencer par n égale 3. Alors, donc prenons un espace E de dimension 3 et donc E1, E2, E3, une base de E. Si j'ai trois vecteurs de E, x1, x2, x3, je peux les exprimer avec leurs coordonnées dans la base E1, E2, E3, donc j'appelle ABC pour x1, DEF et GHI. Ok, donc phi de x1, x2, x3, où phi est une forme 3 linéaire alternée. Qu'est-ce que ça peut être? Donc je remplace x1, x2, x3 par leur formule, hein, donc x1, vous voyez, c'est AE1 plus BE2 plus CE3, et ainsi de suite. Alors là, il faut faire preuve d'imagination, parce que si j'écris bêtement les choses, mon tableau, il est vraiment trop petit, et même s'il était 10 fois plus grand, il sera encore trop petit. Hein, si je commençais par dire, alors c'est linéaire par rapport à la première variable, donc ça fait A fois phi de E1, virgule tout ça, plus B fois
phi de E2, virgule tout ça, plus c fois phi de E3, virgule tout ça, et ensuite que j'utilise la linéarité par rapport à ça et par rapport à ça, on se rend compte qu'on obtient 3 fois 3 fois 3, 27 termes. Alors bon, j'ai pas envie d'écrire 27 termes, et tout de suite ça dépasse un peu l'entendement. Sauf que, et c'est là que c'est bien, la forme elle est alternée. Donc par exemple, il y a les termes qui vont vite disparaître. Hein, si je prenais donc A phi de E1, phi de DE1 et puis quelque chose d'autre, ça fait 0. Vous voyez? Parce que phi de E1 quelque chose, c'est 0. Ok? Donc, il y en a plein qui partent. Quand je commence par A phi de E1 et de ce qui reste, bah déjà je ne prends pas des E1 parce que sinon ça fait toujours 0. Donc, un terme possible, c'est de prendre A phi de E1 fois E phi de E2, d'accord? Donc ça fait AE phi de E1, E2, virgule tout ça. Mais là, lui, si je développe avec E1, ça ferait E1, E1, ça dégage. Avec E2, comme il y a déjà E, E2 ici, ça ferait E2, E2, ça ferait 0 aussi. Donc finalement, il n'y a que lui qui va donner quelque chose de non nul. Donc pour résumer ce que je viens de dire, c'est qu'il y a au moins le terme A, E, I, phi de E1, E2, E3, qui sont là. J'ai mis les couleurs pour qu'on y visualise un peu mieux. Hein. Il y a ce terme-là. On va dire, ah bah ouais, mais alors sur les 27, il faut réussir à trouver tous ceux qui restent. Il y a au moins celui-là, oui. Et donc, en fait, il faut procéder par méthode. Hein. On va essayer méthodiquement de trouver toutes les façons de choisir des éléments là-dedans pour que ça reste à la fin, que ça ne fasse pas 0. Donc, j'ai commencé en prenant AE1 ici et en prenant EE2 ici. Ok? Donc, bah, maintenant, je vais prendre toujours AE1 ici. Et bah, lui, c'est pas possible, ça fait 0. Bon, enfin, lui, c'est fait. Donc, je prends FE3. Donc, si je commence par A, F, phi de E1, E3, et ben là, le seul terme qui va rester ici non nul quand je vais développer, c'est H2. Et donc, je vois que j'ai plus AFH, phi de E1, toujours en premier, j'ai pris E1, E3, E2. L'ordre est important, hein, attention. Hein. Voilà. Et donc, bon, bah maintenant, on commence à comprendre un peu comment ça marche. Alors, on peut continuer un petit peu. Donc, avec E1, bah maintenant, j'ai pris tout ce que je pouvais. Il y a les deux possibilités. Donc, si je commence par E2. Alors, commençons par E2. Donc, bah, ici, je peux prendre E1, par exemple. Donc, ça fait B, D. Mais ici, je suis obligé de prendre E3. Donc, ça fait BDI fois F2, phi de E2, E1, E3. Voilà, donc maintenant, ça marche un peu mieux. On commence à comprendre. Donc, après, avec B, bah, je ne prends plus E1, je prends E3. Ça fait BFG. Phi de E2, E3, E1. Et puis donc maintenant, bah, avec E2, j'ai fait tout ce que je pouvais. Donc je commence par E3. Allons-y. Donc ça fait C. Si je prends E1 en deuxième, donc ça fait C, D, H. Phi de E3, E1, E2. Et puis donc il reste E3, E2, E1. Et donc c'est-à-dire C, E, G. Phi de E3, E2, E1. Eh bien voilà, nous avons bien lutté. Mais finalement, phi de X1, Xn, ça fait cette chose-là. Oui, effectivement. On ne voit pas bien ce que ça nous apporte là, parce que bon, ok, il n'y a pas 27 termes, il y en a 6, mais enfin, bon, heureusement, il y a un petit miracle, les formes alternées vérifient automatiquement une autre propriété qui va nous permettre de beaucoup simplifier cette expression, et qui s'appelle l'antisymétrie. Qu'est-ce que ça signifie antisymétrique? Eh bien, une forme n linéaire est dite antisymétrique si, lorsqu'on inverse deux vecteurs, n'importe où, le signe change. La valeur reste la même, juste le signe change. Autrement dit, vous voyez, c'est ce que j'ai écrit là. Je prends deux indices I et J différents. Alors, tout ce qui a les petits points, ça ne change pas entre les deux, d'accord? J'ai juste XI, il va à la place de XJ, et XJ, il va à la place de XI. Eh bien, la valeur est exactement la même, sauf le signe qui change. Donc, la valeur est opposée, en fait, si on préfère. C'est extrêmement simple à démontrer. Ça vient du fait que si on écrit phi de XI plus XJ, ça fait 0, parce que c'est une forme alternée. Quand deux vecteurs sont égaux, on obtient la même chose. On développe par multilinéarité, donc ça fait XI, phi de XI, XJ, XI et XJ. Et donc, bah, cela fait 0 et celui-là fait 0 parce que c'est alterné. Et donc finalement, il reste la somme de ces deux-là qui fait 0. Et donc, celui-là est l'opposé de celui-là. Voilà. Donc, vous voyez, la preuve est toute bête, mais il faut le savoir. Donc, une forme n linéaire alternée vérifie forcément l'antisymétrie. Ok? Très bien. Ah, oui, bien sûr. Excellente question. Est-ce qu'on peut faire enchaîner? Bien sûr qu'on peut enchaîner plusieurs fois. Il n'y a pas de raison. Si une règle est vraie en mathématiques, elle est vraie plusieurs fois de suite. Et donc, par exemple, phi de x3, x2, x1,
Alors, comment on peut passer de là à là? Eh ben, je peux d'abord échanger x3 avec x2. Bon, le x2 arrive au bon endroit, le x3 se retrouve là et le x1 là. Ben, du coup, hop, je rééchange à nouveau le x3 x1 et j'obtiens x3, x1, x2. Donc, j'ai fait deux changements, deux permutations. Donc, ça fait moins par moins, ça fait plus. Et donc, on a bien cette relation, par exemple, pour n'importe quel triplet de vecteurs x1, x2, x3. Phi de x1, x2, x3, c'est égal à phi de x3, x1, x2. OK? Et donc, on va utiliser cette propriété maintenant pour nous démêler de tous nos phi de E1, E2, E3 dans tous les sens qu'on avait tout à l'heure. Donc, j'ai recopié la formule qui est là. D'accord? Rien n'a changé à part les couleurs. Et, eh ben, on va essayer de voir quand est-ce qu'on va essayer de garder. J'ai gardé phi de E1, E2, E3. Donc, pour le coup, là, ça fait AEI fois ça. Et à chaque fois, j'essaie de voir les phi qui sont là. Est-ce que c'est plus ou moins phi de E1, E2, E3? Autrement dit, combien d'inversions il faut que je fasse pour passer de l'un à l'autre? Regardez, par exemple, celle-là. Phi de E1, E3, E2. Eh bien, par rapport à E1, E2, E3, il suffit d'inverser le 2 et le 3. Donc, le signe change. Il y a une inversion, donc c'est fait moins AFH fois ceci. Ensuite, BDI. Alors, BDI, E2, E1, E3. Donc là, c'est les deux premiers qui ont été inversés. Donc, effectivement, ça fait... Le signe change, donc moins BDI, phi de 1, E2, E3. Ensuite, alors pour BFG, donc 2, 3, 1. Alors, pour faire 2, 3, 1, donc il faut inverser plusieurs fois le signe. Effectivement, vous voyez, il faut inverser le 1 d'abord avec le 2. Ça fait E2, E1, et puis le 1 avec le 3, et donc ça fait bien E2, E3, E1. Donc il y a deux inversions pour arriver là, donc moins par moins, ça fait plus BFG, et donc voilà, ainsi de suite. On peut vérifier facilement, ça fait plus CDH et moins CEG. C'est pas bien compliqué de vérifier ça. Ok? Très bien. Donc on trouve une formule comme ça, phi de x1, x2, x3 égale cette espèce de formule là compliquée, et fois phi de E1, E2, E3. Ok? Et donc, ben, on se rend compte quand même les formes 3 linéaires alternées, il n'y en a pas tant que ça finalement, parce que c'est toujours un multiple de phi de E2, E3. D'accord? Et ce multiple, il dépend que de x1, x2, x3, il ne dépend pas de phi. Hein. C'est avec les coordonnées d'x1, x2, x3 qu'on trouve ça. Autrement dit, si on choisit la valeur de phi de 1, 2, 3, boum, on connaît la valeur de tous les triplets x1, x2, x3. Hein, de même qu'une application linéaire était déterminée par l'image d'une base, bah là aussi, dites donc, c'est déterminé par l'image d'une base. Il suffit de choisir, mais l'image d'une base, c'est un nombre. Hein. Donc, je choisis de choisir un nombre, et hop, on trouve l'application n linéaire. Ok? Autrement, c'est ce que j'ai marqué là. Il suffit de choisir phi de 1, 2, 3. Et donc, ben, on va prendre simple. Hein. Si je prenais 0, ce serait pas malin, c'est l'application nulle. Elle est bien, mais bon. Donc, on va pas prendre celle-là. Donc, on va prendre l'application qui a phi de E1, E2, E3 associe 1. Et donc, ben, on appelle ça déterminant indice B, parce qu'évidemment, c'est pour la base B, E1, E2, E3. Hein. Si on a choisi une autre base, c'est pas sûr du tout qu'on obtiendrait la même forme linéaire. Et donc, la 3 formes linéaires alternées qui vérifient, voilà, que phi de 1, 2, 3, donc déterminant indice B de 1, 2, 3 égale 1. Voilà, on appelle ça le déterminant par rapport à la base B. Donc si on a une base, on trouve une formule qu'on appelle le déterminant. Ok? Donc cette formule est un petit peu compliquée, donc on va revenir un petit peu dessus. Hop. Une notation quand même qu'il est important de savoir, c'est que comme les coordonnées de x1 c'était ABC, de x2 c'était DEF et de x3 c'était GHI, il est traditionnel de marquer ce déterminant, cette formule là, qui est là, qui est un peu compliquée, on l'écrit comme ça. Ok, alors, on y revient. Cette formule, ça s'appelle la règle de Sarus. Alors, comment on fait pour la mémoriser? Eh bien, tout d'abord, on va regarder, vous voyez, on va descendre. Là. Hop, A, E, I, boum, ça fait un terme. Pour trouver les autres termes, je continue à descendre, mais cette fois en partant de D, vous voyez. Alors, ça ferait D, H, C, si on imagine que C, il est ici, vous voyez, il faut que je prenne celui qui manque en face, quoi. Je sais pas, c'est un dessin vaut mieux qu'un long discours, vous voyez. Si je prends, hop, ensuite, il faut prendre DHC, comme ça. Ok? Et ensuite, ben voilà, on continue. Alors, j'ai descendu la première diagonale, la deuxième, maintenant, je vais faire avec BF, vous voyez, je continue à descendre, mais du coup, le dernier qui va bien, c'est G. Ok? Donc, il y a le terme BFG. Voilà pour les plus. Les 3 termes plus, c'est ceux que je peux faire, en fait, en... descendant, voilà, en descendant la formule, donc bref. Donc comme ça, ouais. Ok, très bien. Alors maintenant dans l'autre sens. Donc allons-y pour GHI. Donc hop, cette fois on monte. Vous voyez, si vous les préférez, on part de gauche à droite cette fois. Donc ça monte. Donc soit on monte en suivant la première diagonale, soit on monte ensuite en suivant par exemple, je ne sais plus si j'ai mis BDI ou hop. Tac, non, j'ai mis FHA. Voilà, on monte celle-là. Et la dernière, ben, hop, c'est BDI. On monte comme ça. Et là, celles qui sont dans ce sens-là, dans le sens de la montée, il y a des moins devant.
Voilà un moyen mémotechnique de se rappeler cette règle, hein, donc qui permet de calculer un déterminant pour 3 vecteurs, et qui s'appelle la règle de Sarrus. Et donc, oui, je sais que c'est triste, mais ça, il faut le savoir. C'est pas souvent que je vous dis qu'il faut apprendre des trucs par cœur, mais j'ai pris le temps de vous donner un moyen mémotechnique, et oui, ça, il faut savoir ça par cœur. Bon courage, mais c'est rien par rapport à ce qui suit. Le déterminant de 3 vecteurs permet aussi de généraliser ce que nous avons vu avec le déterminant de 2 vecteurs, qui était que c'était la superficie du parallélogramme. Effectivement, le déterminant de 3 vecteurs en dimension 3 permet de déterminer le volume du pavé engendré par ces 3 vecteurs. Alors, comment on peut démontrer ça? On vient de voir la formule, elle était quand même assez compliquée, la règle de Sarrus. Alors, si on veut prouver que c'est égal à ça, c'est compliqué. Mais il y a une astuce, en fait, il n'y a pas besoin du tout, puisque, je ne vais pas vous le faire, mais il suffit de déterminer l'application qui a 3 UV associe le volume, mais alors un peu plus compliqué parce qu'il faut rajouter les signes, c'est-à-dire que quand les vecteurs sont orientés correctement, c'est plus, quand ils sont orientés différemment, c'est moins, et ainsi de suite. On peut trouver une forme n linéaire alternée, parce qu'évidemment, si 2 vecteurs sont parallèles, le volume vaut 0, et de la même façon qu'on a montré que la superficie était linéaire, là vous voyez bien que si on multiplie un vecteur par un nombre, ou si on ajoute 2 vecteurs, la superficie, le volume, je veux dire, est aussi une application linéaire par rapport aux 3 vecteurs. Et donc comme il n'y a qu'une seule application n linéaire par rapport à la base IJK qui vaut 1 sur la base IJK, et que le volume du cube de côté 1, c'est justement 1, et bien ça veut dire que cette forme linéaire, c'est celle-là. Et donc voilà, on peut démontrer très simplement, comme ça finalement, comme il n'y en a qu'une et que c'en est une, forme linéaire, 3 linéaires alternés, que c'est la même chose. Et donc voilà, le volume, hein, c'est plus compliqué des calculs de volume, ben en fait non, voilà. Avec la règle de Sarrus, on sait calculer le volume de n'importe quel triplet de 3 vecteurs. Très bien. Allez, reprenons maintenant cette formule de Sarrus avec des nombres un peu plus compliqués, enfin avec les mêmes nombres, mais avec des notations un petit peu plus compliquées, mais qu'on espère généralisables. Parce que notre but, quand même, c'est d'arriver à comprendre ce que ça peut bien donner cette formule quand on n'a plus 3, ni 4, ni 5, mais n vecteurs. On voit bien que ça va être compliqué quand même. Donc, pour bien comprendre, je l'aurais écrit comme ça. C'est-à-dire, alors je vous rappelle, hein, donc voilà, on partait, il fallait choisir pour x1, on prenait soit celui-là, après on ne pouvait pas prendre quelqu'un qui était sur la même ligne, parce que ça faisait 0. Donc le premier terme, on avait pris celui-là, 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 c'était A11, A22, A33. Après, ben, on avait pris A11, A32, A13, c'était en prenant E1, E3, E2, vous vous rappelez. Alors le signe, on verra plus tard. Après, on avait pris donc pour le deuxième, d'abord celui-là, celui-là, ensuite celui-là, 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 ensuite celui-là, je sais plus, celui-là, celui-là, je crois, et ensuite celui-là, celui-là, celui-là. Voilà. Et donc avec les signes qui allaient bien, et donc ça donne cette formule qu'on vient de voir. Ok, bon alors, jusque-là, on se dit, bah, ok, et comment je peux l'écrire différemment? Alors si on regarde bien, en fait, à chaque fois, les deuxièmes indices, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puis alors par contre, devant, ben, là il y a 1, 2, 3 aussi, effectivement. Là il y a 1, 3, 2, là il y a 2, 1, 3, etc. Et donc c'est des mélanges de 1, 2, 3. Et on a vu ce que c'était que les mélanges des nombres 1, 2, 3. C'était le groupe symétrique S3. Alors si vous ne l'avez pas vu, ma série de vidéos sur le groupe symétrique, c'est le moment où jamais d'y aller. Mais je vais faire un petit résumé qui devrait permettre de se rattraper un petit peu, se rappeler un peu de ce dont il est question. Donc voilà, le groupe symétrique S3, je vous rappelle, c'est l'ensemble des mélanges de 1, 3, 2, donc c'est l'identité, hein, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Celle-ci, c'était la transposition, c'est une transposition, elle inverse deux chiffres, donc j'appelle T1 parce qu'elle fixe 1, voilà, et elle inverse 2 et 3. J'ai appelé Tau2 celle qui inverse 1 et 3, et celle qui inverse 2 et 3, 1 et 2, je vais l'appeler T3. Voilà, et il y en a d'autres. Il y a ce qu'on des permutations circulaires, hein, rappelez-vous, donc il y a 2, 3, 1 et 1, 3, 1, 2. Et c'est toutes les façons. Les 6 façons de mélanger les nombres 1, 2, 3 sont représentées par ces 6 permutations. Okay, et donc bah, là, cette formule-là, en fait, je peux la réécrire en utilisant ces notations-là. Alors ça n'a pas l'air tellement plus simple. Qu'est-ce que j'obtiens? Bah, j'obtiens, voilà. Donc pour le premier, c'était identité de 1, 1, 2, 3, ça fait 1, 2, 3. Après, c'était taux 1, ensuite c'est taux 2, ensuite c'est sigma 1, sigma 2, et c'est taux 3 et taux 2. Voilà, très bien. Donc, bon, vous allez me dire, pour le moment, c'est pas tellement plus simple. Hein. Ouais, ok, il y a les permutations, puis alors, les signes qui sont là. Alors les signes qui sont là, on peut les déterminer en fonction des choses qui sont là, parce qu'effectivement, rappelons-nous aussi, pour chaque permutation, il y avait une signature. La signature de permutation, donc pour elle c'était 1, pour elle c'était moins 1, parce que je vous rappelle que la signature c'était le nombre d'inversions, ou le nombre de transpositions qui permettent de décomposer chacune des permutations qui sont là. Et donc c'est exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire que les signes correspondent exactement devant
Hein, c'est-à-dire que quand il y a un moins, c'est que la permutation de taux 3, là, c'était moins, et là, il y a un moins, la permutation de taux 2, c'était moins, etc. Et donc, cette formule-là, je peux regrouper tous les termes, parce que les signes, en fait, c'est juste la signature de la permutation. Autrement dit, j'obtiens toujours un terme de la forme A, sigma de 1, 1, sigma de 2, 2, sigma de 3, enfin A, sigma de 2, 2, A, sigma de 3, 3. Donc, toujours des termes comme ça. Et il y en a une somme pour chaque élément de S3. Et le signe, c'est la signature de la permutation. Autrement dit, voilà, la formule du déterminant, là, en 3,3, peut s'écrire, plus simplement, je ne sais pas, en tout cas de façon plus courte, comme ça. Ok? Donc vous voyez, c'est pour chacun des mélanges, en fait, c'est les façons de mélanger 1, 2, 3, là, pour chacune façon de mélanger 1, 2, 3, eh ben, il y a un terme qui est le produit de tous ces termes-là. Et le signe qui est devant, c'est la signature de la permutation, là, qui correspond à ce mélange des indices 1, 2, 3. Alors, pourquoi écrire ça comme ça? On a l'impression que ça complique beaucoup, sauf que ça, maintenant, c'est facile à généraliser. Vous voyez, ce qu'on va essayer de montrer, c'est qu'il suffit de remplacer, d'aller jusqu'à 3, on va jusqu'à n. Ici, au lieu de mettre 3, on met n, et ce sera ça la formule du déterminant, nn. Oh. Alors, accrochons les ceintures, on va essayer d'expliquer ça maintenant. Donc, on prend la formule qui tue. Je pense que c'est une des formules les plus dures, effectivement. Donc, soit B, E1, 2, En, une base. Et donc, j'appelle x1, x2, xn les vecteurs, qui sont l'analogue de x1, x2, x3. Et puis, alors, cette fois, j'ai leurs coordonnées. Voilà, et pour le vecteur xi, je l'appelle A1i, A2i, A3i, jusqu'à ANI, les coordonnées du vecteur xi. Ok, et donc je veux calculer phi de x1, x2, xn. Alors donc ça veut dire que, vous voyez, à chaque fois, il faut... phi de x1, c'est la somme des A11, A2, E1, A21, E2, ainsi de suite, jusqu'à AN1, En. Donc, on fait le même raisonnement, mais cette fois, vous voyez, qu'on a fait pour 1, 2, 3, mais cette fois, il faut le faire pour n. Donc, pour x1, on va choisir, par exemple, A11, E1, au début, multiplié par un autre, E2, ou autre chose, ainsi de suite. Autrement dit, pour trouver un terme non nul dans le résultat de ça, il faut que je choisisse un mélange de 1, de n, correspond, là je prends par exemple le troisième, là le 8, là, et ainsi de suite. Et donc une permutation de Sn, un mélange des nombres de 1 à n. D'accord? Imaginons que je le fasse, j'appelle donc sigma 1, sigma 2, sigma n mon mélange des nombres. Et ça veut dire là je prends le sigma 1e, donc correspondant à E sigma 1. Là je choisis le sigma 2e, correspondant à E sigma 2, et ainsi de suite. Et donc le terme que j'obtiens, les coordonnées, c'était A sigma 1, 1, quel était le terme de x1 pour le cran sigma 1. Pour le terme, pour x2, c'était donc A sigma 2, 2, et ainsi de suite, A sigma n, n. Je multiplie toutes ces choses-là, qui étaient en facteur de ces choses-là, et j'obtiens finalement une somme. Donc il y a beaucoup de termes, le nombre de mélanges de 1n, c'est factoriel n. Donc vous voyez, pour 3, il y en avait déjà 6, pour 4, c'est 24, 5, ça fait 120, 6, ça fait 720, enfin vous voyez, ça explose très vite. Donc imaginez, vous voyez, pour un déterminant de 6 vecteurs, 720 termes, heureusement il y a des astuces, je vous rassure. Mais donc voilà, on obtient ce truc-là, mais donc là, pareil, par antisymétrie, cette chose-là, il faut que je regarde, pour obtenir phi de E1, E2, En, combien, dans le mélange sigma, dans la permutation sigma, combien de fois il y a eu des inversions de 2, c'est-à-dire, autrement dit, combien de transpositions sont nécessaires pour reproduire le mélange sigma. Et bien justement, le nombre de transpositions nécessaires pour obtenir sigma, moins 1 puissance ce nombre, d'accord, c'est exactement la signature de sigma. Donc, autrement dit, je peux sortir cette chose-là, c'est toujours égal à la signature de sigma multipliée par phi de 1, E2, n, que je peux sortir de la somme. Et donc, je rends compte que phi de x1, xn, comme en dimension 3, est toujours uniquement déterminé par l'image de la base, phi de 1, E2, n, d'accord, et par ce nombre-là, compliqué, que vous avez deviné, on appelle déterminant par rapport à la base B de x1, x2, xn. Ouf. Alors, concluons quand même, maintenant qu'on a fait tout le boulot, donc on vient de trouver que voilà, pour tout vecteur x1, x2, xn, et pour toute forme n linéaire alternée phi, eh bien, on a cette formule-là, il suffit de savoir phi de 1, 2, n, on a une formule compliquée là, et ça permet de déterminer entièrement phi. Autrement dit, l'ensemble des formes linéaires alternées phi, c'est un cas spatial de dimension 1. Il suffit d'avoir la valeur de phi de 1 de n pour déterminer complexement la fonction phi. Très bien. Donc ça, honnêtement, ça ne sert qu'à prouver des formules extrêmement utiles pour calculer le déterminant ensuite, mais en soi, ça ne sert à rien. Mais par contre, pour faire des preuves plus tard, on en aura besoin.
Autre chose, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, on peut maintenant dire que si on choisit phi de E1 E de n égale 1, l'application n linéaire, donc phi qu'on obtient, on l'appelle déterminant par rapport à la base b, on l'appelle det b, voilà, donc c'est la n forme alternée qui vérifie déterminant de E1 de n égale 1. Il y en a une unique, c'est de dimension 1, donc je choisis celle-là. Et voilà la définition, ok? Bon, très bien. Alors, pour une matrice, qu'est-ce que c'est que le déterminant d'une matrice? C'est généralement comme ça qu'on le note, c'est pour ça que je vous le donne tout de suite. Le déterminant de A, c'est le déterminant des vecteurs colonnes C1, C2, Cn qui sont écrits par rapport à la base canonique. Hein. Et donc, en fait, la formule qu'on vient de voir, là, très compliquée, voilà, on l'écrit aussi comme ça. Hein. Donc, la matrice, cette fois, au lieu d'être entre parenthèses, elle est entre deux barres, ça signifie le déterminant de la matrice qui est là. Ok? Et donc, voilà, c'est une somme où on choisit à chaque fois un élément par colonne, et un seul, et jamais dans la même ligne, et on multiplie par un signe qui dépend du choix qu'on a fait à chaque fois. Et c'est ainsi qu'on obtient cette chose-là. Ok? Donc, voilà, j'aimerais bien que vous compreniez un peu cette formule. Il peut être utile de revoir le cours sur la signature, ça peut servir. Mais voilà, il faut voir comme ça, sachant qu'on n'utilise pas ça pour calculer un déterminant, à part pour les matrices 3-3, où cette règle, c'est la règle de Sarus. Dès que ça dépasse 3, on va trouver des astuces, on va prouver des méthodes qui permettent de calculer un déterminant autrement qu'en utilisant cette formule. Voilà, je vous incite donc à regarder la suite des vidéos pour savoir comment calculer le déterminant d'une matrice, les propriétés étonnantes que ce déterminant a et qui font qu'on l'utilise tout le temps en algèbre linéaire. Et donc je vous dis à bientôt.